Vas-y, c'est parti. Alors, re-bienvenue à tous. Donc, on va faire le deuxième gros morceau, on va dire, de cette formation sur l'hépatite C cette fois. Donc, franchement, le plus dur, c'est l'hépatite B, très honnêtement, parce que c'est plus complexe à comprendre. Mais il y a des nuances qu'il va falloir que vous saisissiez pour bien comprendre aussi pour les TROD ce que vous allez rechercher. Donc, je vous présente l'hépatite C, magnifique virus avec son enveloppe, une petite capside, donc c'est encore une enveloppe en dessous, et son ARN. Donc oui, c'est bien de l'ARN et non pas de l'ADN, comme on a vu pour l'hépatite B. Alors, un petit mot de cocorico, c'est que, voilà, ce virus a été vu pour la première fois en MET, en microscopie électronique, par une équipe française. Donc, vous voyez là son joli minois sous l'aspect microscopie électronique. Et donc, il a été aussi détecté d'abord par biologie moléculaire, comme vous voyez sur la partie gauche de l'écran, donc avec des tests qui permettaient de voir s'il y avait présence ou pas de l'ARN viral. On en parlera un peu plus après. Mode de transmission. Alors, maintenant, vous le savez, on a parlé du matériel médical, d'hygiène, on a parlé également de la voie sexuelle avec trauma, puisque c'est un virus essentiellement transmis par le sang. On a parlé du partage de brosses à dents, matériel de piercing, etc. On a parlé des tatouages aussi, puisque ça reste le matériel contendant, des aiguilles. Hépatite C, il faut aussi penser à la transfusion sanguine, comme pour le grillage, comme pour l'hépatite B, puisque c'est aussi une voie où il y a mélange de sang. Sachez que d'ailleurs, en France, il y a eu toute une époque où le sang était contaminé et on ne savait pas, on ne vérifiait pas forcément les poches de sang. Donc en fait, c'est important de le savoir parce que tout patient qui a été transfusé avant les années 91, 90, 91, peut être un patient qui a été infecté lors d'une transfusion par une hépatite C ou un VIH, etc., mais surtout par l'hépatite C. Donc ça, c'est à savoir parce que chez nos patients maintenant qui ont 70 ans, etc., qui ont des cirrhoses dont on ne comprend pas bien l'origine, ils ne boivent pas, ils ne sont pas gros, il n'y a pas vraiment de raison. N'hésitez pas à proposer un TROD VHC, en fait, parce qu'on n'y pense pas suffisamment, mais ça peut être des personnes à risque. Ce qui nous a amené, effectivement, avec SOS Hépatite, avec effectivement nos collègues aussi qui travaillent sur les hépatites virales, à dire qu'au moins une fois dans la vie, il est important de se faire dépister de son VHC. Donc, voilà, vous avez là les modes de transmission. La transmission sexuelle, on en a parlé, on en a dit quelques mots. Donc, surtout pensez au rapport traumatique, au rapport où il y a pu avoir du sang. Parfois, il faut aller un peu plus loin dans les questionnements qu'on pose aux patients, mais des rapports pendant les règles, forcément, c'est des rapports qui peuvent être plus contaminants pour l'hépatite C. Donc, voilà. 71 millions des pratiques chroniques dans le monde, avec des complications que vous connaissez maintenant, cirrhose, cancer, qui peuvent être également à l'origine d'une grande morbidité. Morbidité, ça veut dire des gens qui, c'est pas forcément de la mortalité, mais qui peuvent avoir une situation vraiment handicapante au niveau de la santé parce qu'ils doivent aller faire des allées-venues à l'hôpital. Et on a maintenant surtout le maître mot pour cette maladie, c'est de savoir qu'il y a, depuis maintenant quelques années, des traitements qui sont efficaces, qui se prennent par la bouche, qui ont très peu d'effets indésirables et qui traitent la maladie. Quand je dis traiter, c'est-à-dire qu'ils éliminent le virus. Le patient prend le traitement, il est guéri. Au bout de 2 à 3 mois, le patient n'a plus d'hépatite C. Ça élimine 99% du virus, des patients atteints de virus. Ça élimine 99%, dans 99% des cas, la totalité du virus. Pourquoi 1%? Parce qu'il peut y avoir très peu de résistance, ça peut exister. Il peut y avoir aussi des mauvaises observances du traitement, on va le voir tout à l'heure, parce que c'est des comprimés pareils qu'il faut prendre tous les jours. Donc, parfois, ça arrive qu'il y ait des échecs, mais c'est 1% des cas. Donc, c'est vraiment des traitements qui sont ultra performants. Du coup, l'objectif de l'OMS, depuis que ces traitements existent, ça a été éradiquer le VHC d'ici 2030. Je ne vais pas dire que c'est un vœu pieux, mais du coup, ça va demander beaucoup de travail, à vous, à nous, pour les dépister. Parce qu'avant d'éradiquer une maladie, il faut déjà savoir où elle est et l'avoir éradiquée de tous les réservoirs potentiels en fait, de la maladie. Le but, c'est surtout d'éviter 90% de nouvelles infections et surtout d'éviter 65% de mortalité liée à cette pathologie. Pourquoi c'est un enjeu de santé publique? Eh bien, en fait, parce qu'il y a une épidémie qui est dite cachée. Vous avez entendu souvent ça d'ailleurs pour le VIH, c'est-à-dire qu'il y a encore et toujours des patients qui s'ignorent. En France, en 2020, on disait qu'il y avait
à peu près 100 000 patients, c'est la partie émergée de l'iceberg, 100 000 patients VHC positifs en France, c'est-à-dire avec de l'ARN dans le sang, qui s'ignoraient, avec une répartition de personnes restant à dépister, essentiellement chez les 60-80, et essentiellement une proportion d'hommes qui sont des middle age, je crois, 40, 50 ans. Voilà. Pour des raisons qu'on a évoquées, épisode du sang contaminé, etc., mais aussi des patients qui présentent en fait des facteurs de risque qu'on a peu ou mal identifiés. Partage de matériel, mais pas forcément lié à de l'intranasal ou à de la drogue. Ça peut être juste matériel d'hygiène, tout simplement, ou tatouage fait dans des pays à forte endémicité de l'hépatite C. Il resterait 70 000 personnes à dépister parmi ces populations qui ignorent leur statut de VHC. Sachant que la prévalence du VHC est relativement faible dans la population sans facteur de risque, 0,09%. Par contre, regardez comme elle monte dans les populations à risque. Usagers de drogue, on parle de 29% de prévalence, presque 30%. Vous avez vu, versus 0,09% dans la population générale. Population carcérale, 4,8%, déjà presque 4 fois plus. Et les personnes en situation migratoire, 1% de VHC. On a vu les populations du monde dont il s'agissait, essentiellement Europe de l'Est, donc c'est juste pour le rappel. Donc voilà, l'évolution, 60 à 80%. Donc là, c'est l'inverse de l'hépatite B. Vous vous rappelez, l'hépatite B, 95% des personnes guérissaient spontanément. Là, on a 90% des personnes qui chronicisent. Et que 10 à 20% qui peuvent guérir. Oui, c'est l'inverse, en fait. Donc, c'est une hépatite à haut pouvoir de chronicité. 15 à 30% de ces patients chroniques vont évoluer vers la cirrhose au bout de 20 ans. Et donc, il y a une mortalité qui est élevée, si on arrive à ce stade de cirrhose, qui est de 3 500 décès par an en France. Donc, il y a vraiment un enjeu de santé publique, ce qui fait que c'est vraiment une priorité de la prévention depuis 2018 en France, avec cet objectif d'élimination en France en 2025. Alors, je vous le dis, je vous l'annonce, c'était l'objectif en 2025. Il n'a pas vraiment été atteint. Donc maintenant, on rattrape l'objectif OMS qui est 2030. En Grand Est, où en sommes-nous? Alors, il resterait dans le Grand Est, pour 1000 habitants, à peu près 2 patients à tester et à traiter dans le Grand Est. Sachant qu'en France, c'est 1,7. Donc, on est légèrement supérieur par rapport à la moyenne nationale. Pourquoi? On a vu, on est la zone frontalière, donc effectivement, peut-être plus d'arrivées, peut-être plus de contamination. Donc, je vous parlais de l'iceberg, du fameux iceberg. En 2019, il restait 11 300 patients à tester dans la population, y compris dans la population sans facteur de risque. On n'a identifié que 33% des cas, ce qui veut dire qu'il y a 67% des cas qui restent à dépister pour l'hépatite C. Donc, on a encore du travail, ne vous inquiétez pas. Population sans facteur de risque, on parle d'à peu près 5 500 qui resteraient à identifier. Usagers de drogue, 5 300. Migrants précaires, 300 parce qu'ils sont très souvent screenés, en fait. Et détenus, 200, qui sont aussi souvent screenés, mais pas totalement, on l'a vu, parce qu'il y a des équipes, en fait, qui sont sur place dans les USN, les services de soins, justement, qui sont donnés aux populations carcérales, qui peuvent faire du dépistage. Donc, comme je vous disais, 33% des patients ont été diagnostiqués, dépistés, juste dépistés. 67% des patients restent encore à être traités, puisqu'ils ont été dépistés, pas forcément traités, ou pas dépistés du tout. Donc, il y a vraiment cette épidémie cachée, non dépistée, non diagnostiquée, et donc non traitée, qui existe. Là, vous voyez, nombre de personnes qui connaissent leur statut, c'est la ligne orange, versus nombre de personnes, la prévalence, justement, en France métropolitaine. Donc, vous voyez qu'il y avait une forte prévalence dans les années 2004 et une grande ignorance, 50% des patients qui s'ignoraient, donc la moitié de la population atteinte qui s'ignorait, et que la tendance, grâce au dépistage, grâce à notre œuvre aussi, à nos actions, a tendance maintenant à s'inverser, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de prévalence, elle est toujours là, mais moins en moins, avec à peu près 81% des personnes qui maintenant connaissent leur statut en 2016. Hépatite C chronique en population générale, ça c'était des chiffres qui commencent à être un peu anciens maintenant, mais de 2019, effectivement, il y avait 40 000 patients qui étaient traités par les nouvelles molécules,
dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, les fameux traitements qui guérissent bien de l'hépatite C. 38 000 de ces patients, donc 40 000 patients traités, 38 000 qui étaient guéris. Mais il y a quand même eu 8 000 décès de cette maladie. Il ne devrait plus en avoir, mais en fait, c'est soit des dépistages et des diagnostics qui sont très tardifs à des stades déjà évolués en fait, de pathologie du foie. Et par contre, il y avait 13 800, pratiquement 14 000 nouvelles infections. Et tout ça sans prendre en compte le flux migratoire. Vous allez me dire pourquoi l'hépatite C, contrairement à l'hépatite B, vous n'allez pas développer d'anticorps serial killer. Ils vont être développés, pas exactement les mêmes. Ils ne vont pas rester. En gros, vous développez une hépatite C, vous guérissez, vous pouvez vous réinfecter. C'est un virus à ARN, ce pas du tout les mêmes mécanismes. Donc, quelqu'un qui a eu une première hépatite C, on l'a traité, on l'a guéri, il n'y a plus de virus, il y a zéro, plus de virus dans le corps. Si 6 mois après, 1 an après, il se réinfecte, il peut réattraper une hépatite C. Donc, il y a des recontaminations. D'où l'importance de la réduction des risques et des dommages. Bien discuter avec tous les patients que vous allez dépister, ou même des patients qui ont déjà été traités, et de répéter le dépistage chez ceux que vous pensez à risque. C'est très important comme message aussi dans l'hépatite C. Ce qui peut expliquer partiellement les nouvelles infections aussi qui peuvent exister, parce que parfois, on se dit, le patient il a déjà été dépisté, il a déjà été traité, et inconsciemment, on oublie que de par son trajet de vie, il peut rester quand même un patient à risque potentiel d'infection. On ne va pas le redépister. Et lui non plus va pas le dépister. Là, vous avez les chiffres dans la région Grand Est. On ne va pas trop s'attarder, mais c'est pour vous situer à peu près l'épidémie. Quand on vous dit 33% dépistés, 67% qui restent à dépister, en fait, en France, ça équivaut à 75 000 patients, ces chiffres, et dans la région Grand Est, à 77 000 patients. Voilà. La même histoire naturelle, mais avec des chiffres un peu différents. Donc, on se contamine. 20% seulement, 10 à 20% guérissent. Donc, 80% chronicisent au bout de 6 mois leur maladie. Cette maladie chronique peut aboutir à des lésions de fibrose, d'inflammation plus fibrose, de F0 à F3, ou à la cirrhose, si on continue l'évolution, F4. Cette cirrhose peut décompenser et peut amener jusqu'à un carcinome hépatocellulaire, un potentiel de foie, et à la transplantation hépatique. Les chiffres sont un peu différents. Par contre, vous voyez qu'il y a 80% de chronicisation, il n'y a que 20% de ces chroniques qui vont atteindre le stade de cirrhose, que 20% de ces cirrhotiques qui vont atteindre le stade de décompensation, et que 40% des gens qui ont une cirrhose décompensée qui peuvent développer un carcinome hépatocellulaire. Mais finalement, corrélé aux chiffres de chronique, ça en fait beaucoup plus que ceux qui sont atteints d'hépatite B, qui eux guérissent. Il y a 95% de guérison possible. Donc finalement, il y a beaucoup plus de gens qui ont des carcinomes hépatocellulaires qui peuvent être liés à l'hépatite C parce qu'elle a été sous-dépistée, sous-diagnostiquée et qu'il y a beaucoup moins de guérison que dans l'hépatite B. Donc un vrai problème de santé publique. Comme d'habitude, mot positif, on peut avoir un impact à n'importe quel stade d'évolution. Bien sûr, par la prévention au début pour éviter que quelqu'un se contamine. Attention, ne partagez pas vos seringues, attention, ne partagez pas votre matériel, tout ce que vous faites soit en carute, soit en équipe, ou même auprès des populations qui vivent en promiscuité, comme on a dit, n'utilisez pas la même brosse à dents. Tout ça, ça a le même impact, ça évite les contaminations. Si malheureusement, par malchance, il y a quand même une contamination, si vous traitez au stade tout débutant avec les nouveaux traitements, vous allez complètement éradiquer le virus dans 99% des cas, 95% des cas, en fonction des populations dans lesquelles vous donnez le traitement et de l'observance. Ça veut dire que là, on arrête net la progression de la maladie. C'est quand même génial, quoi. Si on est à un stade tout initial de fibrose 0 ou de fibrose 1, ciao! Il n'y aura jamais de fibrose, le foie sera indemne et le virus sera guéri et votre patient sera à nouveau en bonne santé. Bien sûr, même si vous arrivez à un stade un peu plus tardif, bien sûr, le patient aura quand même une cirrhose ou un stade F3, mais quand même, il n'est jamais trop tard pour mettre le traitement en place, puisqu'en 3 mois, votre patient va être guéri de l'hépatite C. Il régressera peut-être pas vers un foie totalement normal, mais ça lui évitera bien des complications comme le carcinome hépatocellulaire ou comme la cirrhose du foie. Et même pour des patients qui sont à un stade de transplantation, c'est quand même important de leur donner le traitement, puisqu'ils vont recevoir une greffe. Donc, le but, c'est vraiment de les guérir pour qu'ils puissent ensuite recevoir le transplant dans les meilleures conditions, sans avoir de virus qui atteignent après leur foie. Donc, vous voyez que dans tous les cas, le traitement, il a sa place.
Donc, il n'est jamais trop tard dans la vie de quelqu'un pour dépister un VHC et traiter. Les marqueurs sérologiques. Donc, maintenant, vous savez ce que c'est une sérologie. Donc, on prélève le sang, on regarde le sérum. Donc, vous allez avoir des marqueurs indirects, comme pour l'hépatite B. On a parlé de ces fameux antigènes, anticorps. Là, vous allez avoir que l'anticorps, c'est-à-dire la fameuse défense qui va venir pour marquer le fait que le patient a été en contact avec le virus. C'est ça que vous allez détecter dans votre sérologie. Vous vous souvenez de ce schéma-là pour le B? Donc là, le schéma pour le C, il est presque plus simple. Hop. C'est le virus C, des anticorps, et la sérologie détecte les anticorps. Par contre, il peut y avoir des marqueurs directs d'infection. Ça, c'est qu'on va aller chercher vraiment la présence de l'ARN du virus. Et c'est ce qu'on va appeler la PCR. Et c'est ça qui va être votre marqueur de réplication virale. D'accord? Sérol, on détecte des anticorps. PCR, on détecte l'ARN viral. Marqueur indirect et marqueur direct. Okay? Ça, c'est important que vous le compreniez parce que justement, voilà ce qu'on va avoir, alors beaucoup plus simple. Dans une infection aiguë, à votre avis, on va avoir quoi? Est-ce qu'on va déjà avoir les défenses activées? Pas forcément. Mais par contre, on va avoir de l'ARN. Les défenses commencent à apparaître, hein, mais si on est vraiment très précoce, on ne va pas les voir tout de suite. Une infection chronique, par exemple, vous allez avoir quoi cette fois-ci? Les deux, de l'ARN et des anticorps. Donc, vous allez commencer d'abord par votre sérologie. Généralement, vous découvrez qu'il y a des anticorps. Et puis, vous allez ensuite confirmer la présence de la maladie par une PCR. Par contre, si l'infection est guérie, la personne a guéri totalement de son infection, qu'est-ce que vous allez détecter dans le sang? Les anticorps. Les anticorps, ça veut dire les traces d'un passage de virus dans le corps et de défenses qui se sont activées. Mais y aura-t-il de l'ARN? Ben non, le virus n'est plus là, il ne se réplique plus. D'accord? Donc, même schéma que tout à l'heure, sauf que là, il n'y a pas l'histoire des antigènes par antigènes, c'est oui, il y aura présence d'anticorps. Le corps a été en contact avec ce virus, mais il n'y a plus de virus. C'est important, pourquoi? Parce qu'une personne guérie, s'il fait une sérologie, elle sera toujours positive. Donc, si vous voulez savoir si cette personne s'est recontaminée, allons-nous lui faire une sérologie? Eh bien non, parce qu'une recontamination, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a de l'ARN à nouveau? Est-ce que son ancien virus, on s'en fiche de savoir si c'est ça. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a un nouveau virus qui est dedans? Donc, on veut savoir s'il y a une réplication, s'il y a de l'ARN viral qui est produit. Okay? Donc, guérison, je répète, il y a des anticorps, plus de virus. Infection aiguë, il y a du virus, pas encore les anticorps, ils ne sont pas encore détectables. Infection chronique, il y a les deux. Le schéma est beaucoup plus simple qu'avec l'hépatite B tout à l'heure. Du coup, on fait cette sérologie, on dépiste chez qui? Ben, chez toutes les personnes à risque. Donc, le risque, on sait, hein, usager de drogue, antécédent de transfusion sanguine avant 90, des soins invasifs, je vous ai redit, hein, ce qu'on appelle soins invasifs, c'est très large, hein, ça peut être des soins au pays d'origine, etc., qui se sont faits dans des situations hygiéniques qui sont douteuses, pensez à une piercing. Continent de naissance, bien évidemment, maintenant que vous savez qu'il y a des continents plus à risque que d'autres, tatouage, piercing, relations homme avec homme, professionnel de santé, et oui, on peut être exposé à des accidents d'exposition du sang, on le reverra tout à l'heure, précarité, qui peut être un facteur de risque parce qu'il y a promiscuité, parce qu'il y a partage de matériel. Mais comme il y a 30% des cas où on ne retrouve pas ce fameux facteur de risque, nous, on a un adage, c'est ce qu'on vous a dit, dépistage chez tout le monde, au moins une fois dans la vie, c'est pas du luxe. Voilà. Une petite sérologie, dans une prise de sang pour la glycémie, le cholestérol, hop, 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 on peut au moins faire cette sérologie et au moins, ça vaut le coup, c'est une maladie qui se traite, encore une fois. Donc, ça serait dommage de ne pas saisir cette occasion. À votre avis, qu'est-ce qu'on va regarder dans un TROD? Est-ce que je vais chercher la présence d'ARN dans un TROD ou est-ce que je vais chercher la présence d'anticorps? Oui, on va chercher les anticorps.
Alors que dans le TROD VHB, on trouve des antigènes. Donc, pensez-y, parce que dans votre manière d'interpréter le résultat, ce n'est pas tout à fait la même. Présence d'antigènes sur votre TROD VHB, c'est que y a potentiellement du virus. Présence d'anticorps, comment allez-vous savoir si c'est une ancienne maladie, une maladie guérie, une maladie active? Vous ne pouvez pas savoir. Donc, la manière de le dire à votre patient va un peu changer. Il y a un discours un peu universel que vous pouvez donner, c'est « Oui, vous avez été certainement en contact avec la maladie. Je suis malade, je ne peux pas le savoir. Il faudra faire une PCR pour confirmer si la maladie est active, présente ou pas. Ou si vous avez été guéri antérieurement, soit spontanément, soit par des traitements. Parce qu'il y a des patients qui vont dire ouais, j'ai eu un traitement, mais je ne sais pas si j'ai fait rien. Voilà, vous ne pouvez pas rentrer dans ces détails-là, vous ne savez pas, il faut confirmer par un test et sérologique et par une PCR. Voilà. Donc en fait, le discours est à peu près le même où on dit il faut une deuxième prise de sang pour confirmer la maladie et il faut aller voir un docteur pour voir quel est son stade. OK. Mais par contre, ça change quand même parce que l'un, c'est des antigènes qui repèrent et l'autre, ce sont des anticorps. Donc il y a un, c'est une méthode indirecte alors que l'autre détecte les antigènes. Voilà. C'est la grosse différence entre votre TROD VHC et votre TROD VHB. Voilà. Donc, on le dépiste sur prélèvement sanguin, bien sûr, la sérologie. On le dépiste toujours combiné, comme on a dit tout à l'heure, hein, sinon c'est un non-sens. Et on détecte les anticorps, soit par méthode ELISA sérologique sur le sang veineux, soit par TROD sur le sang capillaire avec la psychotomodule. OK? Ça, vous allez voir en détail. Donc, même schéma, je fais mon TROD. S'il est positif, contrôle sur prélèvement veineux. Et surtout, la PCR qui me donne la réponse sur la présence d'une maladie active ou pas. On en parlait tout à l'heure, c'est pour ça, mais il m'a spoilé ma diapo. Le test peut également exister pour l'ARN par d'autres méthodes que la PCR avec la grosse prise de sang. On peut le dépister avec un système qui s'appelle le GenExpert, qui peut donc se combiner à un TROD. C'est une goutte de sang au bout du doigt, on en prend une bonne quantité. Par contre, il y a des petites pipettes qui sont un peu spéciales. Et on l'insère dans une grosse machine qui ressemble à un petit frigo de bar, voilà, et qui va regarder s'il y a une présence d'ARN directement. Et cette machine peut être utilisée en mobilité. Ce qu'ils disaient, dans certaines équipes, ils en ont, nous on en a une également, qui permet du coup de faire le TROD. Si le TROD est positif, GenExpert, on met le sang dans le GenExpert et ça permet de savoir s'il y a de l'ARN directement et de donner la réponse immédiatement au patient. On va plus loin, certaines équipes, notamment à Perpignan, si le TROD est positif, si le GenExpert est positif, il y a traitement dans le camion qui est prescrit. Là, c'est le net le plus ultra. Ça s'appelle le test M-Treat, qui se fait dans l'heure, en fait. Voilà. Donc, les équipes mobiles le font à Perpignan. Donc, ça, c'est quand même très intéressant parce qu'en à peu près 58 minutes, en une heure, le temps qu'on débrouille la situation sociale, qu'on fasse de la prévention, ça prend du temps, on le sait, c'est vite passé, 58 minutes, on a la réponse et le patient peut être traité dans la question. Il y a une autre technique qui est la technique du buvard qui est utilisée par certaines équipes. Dans la précédente formation TROD, il y en avait qui utilisaient les buvards. Donc, en fait, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est par capillarité qu'on fait, on va voir la présence ou pas de l'ARN viral. C'est-à-dire que s'il y a ARN, c'est vraiment une réaction en fait, qui se fait physico-chimique. Il y a les deux traits en fait, qui vont se montrer sur le buvard, ou deux spots qui vont s'allumer. Donc, certaines équipes en disposent aussi. C'est facile de transport, c'est un peu moins cher que le GenExpert, mais les seuils de détection ne sont pas les mêmes. Pareil, le GenExpert, c'est en 58 minutes la réponse, alors que le buvard, il faut laisser les réactifs agir quelques temps. Il faut l'envoyer sur. Et on l'envoie. Et donc, c'est 2-3 jours de réponse. Là, je ne sais pas si on le fait dans ce cadre-là, mais effectivement, il y a eu une étude qui a été faite en fait, dans les associations pour voir, effectivement, je te laisserai parler, Frédéric, l'efficacité et l'efficience en fait, du dépistage de l'hépatite C auprès des populations qui sont dites exposées. Donc, je te laisse résumer. C'est une étude un peu ancienne, mais on parlait de rapport d'activité ce matin des habilitations TROD. Ça sert à avoir ce genre de données-là
de savoir dans quel type de population en France les trottes sont le plus diffusées. Et là, qu'on voit qu'effectivement, ils sont assez utilisés pour les migrants, pour la moitié des trottes qui sont réalisées en France. Ça, c'était en 2018, et je pense que ça n'a pas énormément changé, et que, mis à part, il y a peut-être une proportion plus importante depuis 2018 quand même chez les usagers de drogue, parce qu'il y a plus de structures habilitées depuis 2018, quoi. Voilà, mais c'est une bonne répartition globale du dépistage en France, une bonne vision. C'est pour ça que c'est bien de remplir des données aussi, parce que ça nous permet de savoir où on va et où il faut aller, sinon, chez les populations qui sont les moins dépistées aussi, malheureusement. On vous le dit parce que, par exemple, pour les détenus, qui est une population qu'on connaît bien au CELVA parce qu'il faut aller vers les détenus, ça veut dire qu'il y a une première sérologie. Donc, en fait, très souvent, les pouvoirs publics n'ont pas jugé utile d'aller avec les trottes en se disant ils ont déjà une première sérologie dans leur bilan d'admission et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y en a qui refusent cette sérologie et il faut savoir qu'il y en a qui se contaminent en prison. Donc, la sérologie n'est pas forcément refaite au cours de l'incarcération. Alors qu'en fait, ce qui serait génial et ce qui est fait dans certaines équipes, c'est qu'en revenant avec les TROD tous les 6, tous les 7 mois, tous les ans, ça permet d'avoir en fait un dépistage annuel chez des patients en fait qui sont très exposés puisqu'ils sont avec d'autres patients VHC et qui utilisent parfois les mêmes matériels ou qui se tatouent en prison. Enfin voilà. Et effectivement, ça permet d'avoir un dépistage après de maladies à distance de la première sérologie. Ça peut être très utile dans des populations comme ça de réitérer le traitement. Aussi, je te laisse commenter si. Ça, c'était quoi? C'est le nombre d'officiers de sérologie de dépistage en Alsace, vous voyez, entre 2014 et 2019. Donc, on a accès, nous, aux données épidémiologiques en Alsace. Donc, les données sont un peu anciennes. Maintenant, on les récupère plus. Mais on voulait voir un peu s'il y avait une augmentation liée à notre impact de centre de référence pour influencer sur le dépistage. Et on voit qu'effectivement, vous voyez, on a presque doublé le dépistage sur l'hépatite B et augmenté au moins de 30% sur l'hépatite C, le dépistage entre 2014 et 2019, donc sur 5 ans. Donc on voit que tout ce qui est fait au fur et à mesure fait qu'il y a quand même une augmentation et que c'est un peu... alors c'est toujours difficile de pouvoir mesurer ça, parce qu'après, il y a d'autres facteurs, hein, il n'y a pas que nous, mais on pense qu'on y est aussi un peu pour quelque chose, et c'est intéressant de voir que ça augmente en final, parce qu'on cherche plus de monde, donc ça commence à être compris, et qu'il y a plus de recherche, en tout cas, de sérologie, tant pour l'hépatite B que pour l'hépatite C. Le traitement pratique. Alors, le but, c'est vraiment, là, pour le coup, contrairement à l'hépatite B que je vous ai dit, c'est d'éradiquer le virus du corps, quoi. Donc, vraiment de le tuer. Donc, ça, c'est vraiment des choses on utilise ce mot-là pour le patient, on dit on va vraiment éliminer le virus de votre corps. On sait qu'il existe 2 traitements qu'on va voir un petit peu plus dans le détail. Ce qui va être essentiel pour nous, ça s'appelle la RVS12. Pour les médecins, c'est la réponse virologique soutenue à 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois après la fin du traitement, quelle que soit la molécule choisie, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus de virus. Voilà. Donc, il y aura bien sûr le résultat de la PCR à la toute fin du traitement qui va être importante, mais il y a surtout celle de 3 mois. Nous, je préfère quand le patient oublie sa PCR tout à la fin, mais qui me fait bien celle de 3 mois après pour qu'on soit sûr qu'il y a une éradication totale du virus. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que pour des patients qui étaient déjà un peu à un stade évolué de leur fibrose, F3, F2, F4, qu'ils aient une régression totale de cette fibrose suite au traitement. Ça, c'est vraiment un marqueur pour nous de réussite du traitement. Et qu'on quitte parfois le stade de cirrhose, ou du moins qu'on le stabilise. Même si on ne fait que stabiliser, on va quand même diminuer de manière très importante les conséquences de cette cirrhose. On va éviter qu'elle décompense et on va éviter aussi qu'elle progresse vers un carcinome hépatocellulaire ou vers la mortalité du patient. Finalement, on améliore la qualité de vie. Donc, vous voyez qu'il y a eu des progrès considérables parce qu'on est parti des années 89 avec de l'interféron, la même molécule, on a vu tout à l'heure, un virus qui n'est pas un défunt misérable, et qu'on arrive en 2018 à 99% de guérison avec des molécules qui ont vraiment très peu d'effets indésirables versus une molécule. Vous avez vu son pourcentage de réussite, alors qu'il y avait des effets indésirables notoires. Pour dire à un patient, on va vous mettre un traitement, les effets indésirables sont costauds, guérison, oui, dans 6% des cas. Alors que là, on est à 99% quand même de guérison. Ce qui est quand même, pour même annoncer une maladie à un patient et annoncer un traitement, c'est vraiment différent.
Je vous le dis parce que, pareil, il y a beaucoup de patients, si vous dépistez VHC positif au toit, ils vont vous dire: «Oh, vous allez me donner de l'interféron, oh non, non, mais je préfère pas savoir». Non, 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 monsieur, madame, il y a des nouveaux traitements maintenant depuis bientôt, bien 2019, donc ça fait un sacré moment, 2017-2019, donc ils sont éprouvés. C'est vrai, c'est oui, mais je veux pas être votre cobaye. Mais ils sont éprouvés, ils marchent dans 99 des cas. Voilà, votre docteur vous en parlera plus précisément, rentrez pas dans les détails, mais en gros, et ça se prend comment? Parce que l'interféron, hein, mon copain, hein, il l'a eu, hein, c'était des injections tous les jours, hein. C'est par la bouche. C'est tous les jours, mais c'est par la bouche. Donc il n'y a pas de contrainte majeure par rapport à du Doliprane, mais vraiment, hein, donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même pour les patients. Alors, le traitement. Important de savoir, ça s'appelle des AAD. Ça, vous entendrez peut-être parler, hein, des antiviraux à action directe. Ça agit directement sur le virus. C'est pangénotypique. Ça veut dire que c'est tous les génotypes de virus. Avant, on devait savoir quel était le type de virus, son génotype. Maintenant, on s'en fiche un peu. Comme c'est des virus, des antiviraux qui agissent vraiment sur tous les types de génotypes du VHC, on commence le traitement. On n'a pas besoin d'attendre ce résultat pour le débuter. ALD, on en a parlé tout à l'heure, très important aussi, hein. Un patient qui a une hépatite C, même s'il va être certainement guéri dans les 2-3 mois qui suivent, il y aura quand même le suivi. On va peut-être, pour certains patients qui sont cirrhotiques, on va devoir refaire des échographies. On va quand même avoir un suivi hépato derrière. Je vous le dis, il n'y a pas que l'hépatite C très souvent chez ces patients-là, il y a d'autres agresseurs potentiels du foie qu'il va falloir surveiller, que ce soit un diabète, de l'alcool, une autre addiction associée. Donc, de toute façon, ils vont être surveillés. Donc, ALD, pensez-y. C'est un traitement qui est simple, vous allez le voir, hein. Il est bien toléré, il est de courte durée parce que 3 mois, franchement, c'est mieux que la pilule, hein. Efficace, vraiment. Petit bémol, c'est pas un bémol, mais il faut être un petit peu vigilant sur les interactions médicamenteuses, hein, parce que du coup, quand on prend ce médicament, le patient ne va pas forcément penser à dire, contrairement à un traitement chronique, on finit par le dire à son dentiste, à son médecin, comme ça dure que 2 ou 3 mois, ben, il va oublier de dire à son dentiste, ah ben tiens, en fait, je suis sous tel traitement. Sauf qu'avec l'antibiotique que veut mettre le dentiste, il peut avoir potentiellement une interaction médicamenteuse. Donc, il y a un site qui est très, très, très bien fait pour tous les médicaments qui sont donnés dans le cadre des hépatites, qui s'appelle Help Drug Interaction. Vous rentrez le nom du médicament et c'est utilisable par tout le monde, hein. Il n'y a pas de mot de passe, médecin, machin. Le patient, moi je donne ça à mes patients. Ils vont dessus sur leur portable et on peut regarder le médicament de l'hépatite, mettre en face de l'autre médicament qui doit être administré en même temps. Et, voilà. Et on vous dit si c'est vert, si c'est rouge, si c'est orange. Voilà. Et bien sûr, après, si c'est rouge ou orange, j'en parle au médecin. Par contre, c'est un traitement qui coûte très cher. Donc, pas au patient lui-même, hein, mais effectivement, en termes de sécurité sociale et de coûts de santé publique, hein. C'est prescrit soit par un hépatogastro-entérologue, un médecin de spécialité, un interniste, un infectiologue, mais aussi depuis 2019, il existe un parcours simplifié. Ça veut dire qu'un médecin généraliste peut prescrire ce traitement. C'est pour ça que je suis là. Donc, je suis médecin généraliste, j'exerce en service expert d'hépatite virale. Et en fait, la plupart des traitements de l'hépatite, c'est dans des parcours dits simples, où les patients ne sont pas complexes, c'est moi qui les prescris. Donc, c'est vraiment une interface entre la ville et l'hôpital. Je vous avoue que nos collègues de ville, je vous dis que ça existe le parcours simplifié, c'est important de le savoir, mais on a beaucoup de difficultés. En fait, on forme à nos collègues de ville, enfin les médecins généralistes, mais ils ne sont pas très chauds pour le faire. En fait, ils ne voient pas forcément beaucoup d'hépatites, nous on en voit beaucoup, donc c'est simple pour nous de le faire. Eux, ils en voient peut-être une par an, et encore certains, en fonction du type de population qu'ils ont, n'en voient pas, ou ne pensent pas à le dépister. Enfin voilà, ça dépend en fait où on exerce, et du coup, ils ne sont pas très chauds de le prescrire tout seul. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les accompagner. Donc, si vous avez des hépatogastro avec qui vous entendez bien, des SEL, des services experts d'hépatite virale, c'est aussi notre rôle de seconder, d'être là, en fait, en backup avec les médecins généralistes pour les accompagner dans cette primo-prescription quand c'est la première fois pour. Ça se dispense dans toutes les pharmacies, hein. Hôpital de ville, pharmacie hospitalière, comme pharmacie de ville. Donc, un patient qui veut aller en pharmacie de ville, c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Si je peux rajouter, ça permet aussi en milieu rural, si on a un bon accompagnement du médecin spécialiste, il peut rester à l'hôpital, par exemple, et accompagner en téléexpertise le médecin généraliste en milieu rural pour pouvoir faire le traitement. Ça évite aux patients de se déplacer dans un gros centre pour se faire suivre. Donc ça, c'est pensé quand on a les médecins, je pense, dans vos quartiers un peu ruraux, comme on a un peu parlé. Du coup, ça peut être intéressant de se dire, voilà, ça peut être une option de proposer ça aux médecins traitants, qu'ils soient accompagnés, et tout le monde est gagnant dans l'histoire, et puis le médecin, il monte un peu aussi en compétence. Le TP, hein, pour accompagner ces patients, mais comme pour les patients atteints d'hépatite B, hein, pas pour les mêmes raisons. L'hépatite B, ça va être plutôt pour les
les aider à s'engager dans la voie du traitement chronique et de la maladie chronique, comme vous l'avez compris. Avec l'hépatite C, c'est vraiment l'enjeu de l'observance, voilà, pour essayer sur ces 2 à 3 mois en fait, de médicamentation, d'être bien observant, parce que l'enjeu, c'est vraiment d'éradiquer le virus. Hein, donc voilà, mais c'est très utile quand il y a une situation de vulnérabilité sociale. Ça va être très utile aussi pour le choix de molécules, parce qu'on a 2 molécules sur le marché qui marchent toutes les 2 très bien, mais qui vont avoir en fait une ergonomie et des modalités de prise qui sont très différentes. Et en fonction des patients, il va y avoir des préférences. Je vais vous montrer après pourquoi. Et Karine pourra peut-être compléter mon propos, mais c'est quand même intéressant. Moi, il m'est arrivé une petite anecdote sympathique. Et bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires, qui sont en fait des réunions qu'on peut faire quand il y a des cas vraiment complexes. Par exemple, plusieurs médicaments chez un patient, notamment les patients suivis en psychiatrie ou en addictologie parfois, et qu'il peut y avoir des potentielles interactions médicamenteuses, ou qu'on ne sait pas si on peut arrêter tel ou tel médicament, s'il faut continuer. Ben, on a des réunions de concertation qui sont organisées, en tout cas nous, ici, par le CELVA, en Alsace. Et c'est effectivement des réunions où on va confronter les avis d'experts, les avis sociaux, les avis infirmiers, les avis de médecine générale, pour aboutir à la meilleure conclusion pour le patient et pour son suivi. Parfois, on peut même prendre des décisions de surseoir le traitement. Parce que, par exemple, des patients qui sont en grande vulnérabilité, des patients qui sont en prison, par exemple, et qui vont sortir dans 2-3 semaines, et le médecin en fait, nous dit dans 2-3 semaines, il est sortant, on prend la décision d'initier le traitement plutôt à la sortie. Ou inversement, si le médecin nous dit qu'il va être incarcéré pendant 1 an ou 2 ans, on peut prendre la décision de le commencer, mais sous certaines conditions, etc. Donc, c'est des réunions qui sont très intéressantes dans ce but-là. Première molécule qui existe, Glécaprévir pyrentazir, mieux connu sous Maviret, qui est son nom commercial. Une prise, une fois par jour, 3 comprimés. Je dis bien une prise, une fois par jour, 3 comprimés. Pas un comprimé matin, un comprimé midi, un comprimé soir. Non. Je le dis, car quand on dit 3 comprimés à un patient, il comprend, c'est comme le Doliprane. Donc, c'est vraiment les 3 comprimés. Alors, pas d'un coup, il peut le prendre un, parce que des fois, j'ai d'un coup. Alors, oui, d'un coup, mais pas d'un coup les 3. 1, j'avale, 2. Donc, je rigole à peine. Ça nous est déjà arrivé, vraiment, que je dise une prise. Et comme on a beaucoup de patients d'origine étrangère, en fait, une prise est compris comme je mets les 3 dans la bouche, qui a failli s'étrangler, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'un après l'autre, mais au même moment de la journée. Donc, si nous, on a la chance d'avoir des traducteurs sur place, moi, j'ai fait écrire en langue d'origine sur mon ordonnance, à côté de mon écriture, pour que ce soit vraiment traduit avec les bons mots de la langue d'origine. À prendre plutôt avec une prise alimentaire, hein, donc ça peut être un petit sandwich, un petit biscuit, etc., pour l'assimilation du médicament. Donc, il y a des contre-indications, mais ça sera pas de votre ressort, hein, ça sera plutôt du ressort du médecin, de l'indiquer au patient ou de l'infirmière d'éducation thérapeutique. Donc, vous voyez que ça se présente sous forme de blister. Donc, en fait, un blister, c'est un jour, une prise. Donc, dans une boîte, vous allez avoir les blisters pour le mois. Mais ensuite, dans la grande boîte, vous allez avoir les blisters, vous allez avoir les blisters pour la semaine, c'est ça, et vous allez avoir les blisters pour le mois. Donc, ce qui fait que le patient va avoir quand même un nombre conséquent de boîtes. Quand ce sont des patients avec domicile, c'est facile. Quand ce sont des patients à la rue, c'est plus compliqué. Donc, parfois, ils veulent le traitement court, mais ils s'aperçoivent très vite que dès qu'on présente la galénique, en fait, ça va poser un problème de stockage. Parce qu'en fait, ils vont de 115 en 115, d'accueil de jour en accueil de jour, et en fait, dans leurs sacs, qui sont déjà très lourds, transporter ça. Et c'est aussi un motif de perte. Ils perdent des boîtes. Et alors là, la perte de boîtes, ce n'est pas 3 € qui est perdu en termes de santé publique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc après, pour refaire délivrer par la pharmacie, un médicament qui coûte très cher, enfin, nous, il faut qu'on puisse justifier. Enfin, c'est un bazar pas possible. Donc vraiment, quand je vous parlais d'éducation thérapeutique, c'est à ça qu'on réfléchit avec le patient au moment où on propose aussi des traitements. S'il n'y a pas de contre-indication médicale, bien sûr, au traitement, on va réfléchir à la galénique avec eux. L'autre traitement qui existe, sofosbuvir velpatasvir, connu sous le nom d'Eclusa. Cette fois-ci, c'est une seule prise d'un comprimé. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que celui-là, il dure 2 mois. Celui-là dure 3 mois. Donc, en gros, plus de comprimés par jour, mais 2 mois de traitement. Un seul comprimé par jour, mais 3 mois de traitement. Question qu'on va souvent poser, c'est mais lequel est plus efficace, docteur? Idem. Par contre, contrairement au docteur Vaillant,
ne prescrivez pas Epclusa à un patient qui n'a plus de doigts. Ce qui m'est arrivé. Donc, le patient venait toujours à ma consultation, il avait une main derrière le dos, et en fait, il avait 4 doigts de la main qui avaient été coupés suite à un accident en fait, du travail dans son pays d'origine. Et l'Epclusa se présentait sous la forme d'une ouverture où il faut tourner. Donc, il était en grande difficulté après ma prescription. C'est anecdotique, mais pas que, et c'est l'infirmière d'éducation thérapeutique qui s'est permise de me dire, mais en fait, Maud, il n'y arrivera pas. Voilà. Donc, important aussi hein, d'être en équipe, déjà, c'est clair, et puis aussi de bien interroger les patients voilà, sur ce qu'ils préfèrent. Certains sont réticents en 3 comprimés parce que ça fait trop, d'autres veulent que ça soit rapide, donc ils voudront les 3 comprimés. Voilà. Donc, c'est vraiment. Ensuite, il y a le Vosevi, mais ça, je ne vous en parlerai pas, qui existe aussi. Donc, c'est souvent en cas d'échec hein, de l'un ou de l'autre que l'on prescrit. Moi, j'ai un seul patient aujourd'hui, depuis mes quasiment 6 ans d'exercice maintenant au CELBA qui va être mis sous Vosevi. Enfin, après, il y en a d'autres, hein, mais c'est souvent quand il y a un échec. En gros, maintenant, l'enjeu, puisqu'il y a un traitement efficace, puisqu'il y a une épidémie cachée, c'est quand même dommage qu'il y ait des patients qui restent à dépister pour un traitement qui est super efficace. Comment on va donc réussir à traiter tous ces patients qu'on ne dépiste pas? Où est-ce qu'on va les retrouver? Vous voyez qu'il en reste quand même, hein, toujours, même s'il en reste moins, mais là, on était en 2023, il y a quand même une 40 000 patients qui restent à dépister. Donc, bah déjà, on va essayer de les trouver, de savoir où ils sont. Alors, je te laisse commenter les petites données de labo, parce qu'effectivement, hein, on voit qu'il y a une délivrance universelle maintenant qui existe hein, de ces traitements. Ils sont en fait sur la liste essentielle des médicaments. Quand je dis liste essentielle de médicaments, pour que ça parle à tout le monde, c'est des listes qu'il y a dans tous les pays du monde. En fait, c'est-à-dire qu'on soit en Afrique ou qu'on soit, ils existent. Pas tous. C'est-à-dire qu'il y a un des laboratoires qui est sur des pays, un autre laboratoire qui peut être sur un autre pays. Donc ça aussi, il faut se renseigner. Par exemple, si un patient vous dit, ben moi, je suis originaire du Cameroun. Je vais repartir de France dans 2 mois, ou je vais être reconduit à la frontière dans 2 mois. Ben, il va falloir quand même savoir quel est le médicament qui existe dans son pays d'origine. Soit vous arrivez à lui faire délivrer le médicament les 3 mois, ce qui est très rare, ou les 2 mois de traitement ici en France, parce que les pharmacies ne font pas généralement délivrer 1 mois, puis 1 mois, puis 1 mois. Soit il faut qu'il aille, une fois qu'on trouve son pays d'origine, qu'il se fasse traiter là-bas. Mais il faut donc être sûr de la molécule qui existe pour sur le courrier de sortie lui mettre le bon truc. Voilà. Ça, c'est les données en fait de délivrance des médicaments depuis 2014 en fait. Donc, on a traité en France 13 000 patients en 2014, vous voyez 15 000 en 2015, 15 000 en 2016. Il y a eu une ouverture des prescriptions en 2017 parce qu'au début, on ne traitait pas tout le monde. Donc, on est monté à 20 000 patients en 2017, ça c'est le max qu'on ait eu. Et puis, ça a commencé à redescendre parce qu'on avait des réservoirs de patients, beaucoup de patients qui attendaient le traitement, qu'on avait déjà dépisté, qui attendaient le traitement. Et donc 14 000. Et là, on est depuis ces dernières années environ à 5 000 patients par an que l'on traite. Je crois que l'an dernier, ça doit être à 4 800 patients de traités en 2025. Donc voilà, on maintient, ça veut dire qu'on trouve des patients, on en dépiste, on en traite, mais on a encore certains qui ont une hépatite C depuis longtemps et qui reviennent un peu dans les radars et qu'on va pouvoir traiter. Et on n'a plus beaucoup de ce réservoir qu'on avait avant. C'est pour ça qu'on était à 20 000, parce qu'on avait effectivement beaucoup de patients qui attendaient ces traitements depuis de nombreuses années. Hein. On est monté à 200 000 patients qui attendaient des traitements. Donc, voilà, maintenant, on est descendu à 70 000, sachant qu'il y en a une partie qu'on pense qu'il faut aller chercher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est là pour influer sur le dépistage. Alors, évaluation, avant de proposer ces traitements, on évalue toujours, comme je vous disais dans l'hépatite B, l'état du foie, donc la fibrose du foie. Comment est-ce qu'on évalue justement cette fibrose dans le cadre d'hépatite virale? Première chose, l'interrogatoire, l'anamnèse, qu'on appelle l'anamnèse. Est-ce que lui a déjà eu des examens du foie qui étaient pathologiques? Est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations? Est-ce qu'il a eu une jaunisse dans sa jeunesse, etc. Les examens de labo, donc là, vous entendrez beaucoup parler de tests hépatiques, ce qu'on appelle les transaminases. Bien sûr, on a parlé de PCR aussi, hein, de regarder s'il y a des maladies. On peut regarder ce qu'on appelle la numération formule sanguine. Voilà. On va rechercher des comorbidités, donc d'autres facteurs de risque. Donc, on a parlé ensemble, diabète, obésité, est-ce qu'il y a de l'alcool, est-ce qu'il y a un VIH, voilà. Et la sévérité de l'atteinte hépatique va être jugée par des tests qui sont non invasifs. Pourquoi on dit non invasif? Parce que le seul test qui existait jusqu'alors pour dépister une fibrose du foie était très invasif, c'était la biopsie hépatique. Donc, en fait, on ponctionnait le foie. Enfin, toujours, hein, on le fait toujours dans certains cas, hein,
mais beaucoup plus rarement qu'avant. Avant, c'était la seule manière de savoir si le foie était fibrosé. On devait regarder un bout de foie au microscope. Donc, le patient était hospitalisé, il fallait leur faire la ponction, l'anesthésie, voilà. Maintenant, il y a des tests non invasifs. Un qui marche très bien, qui s'appelle le FIB4, qui est un test d'orientation, où il y a les transaminases, l'âge du patient qui est pris en considération, des plaquettes. Donc, à la base d'un bilan de base qu'on fait chez son médecin traitant, on peut calculer ce score. Et il y a aussi l'élastométrie, vous avez entendu parler tout à l'heure au déjeuner, de FibroScan, puisque c'est plus communément appelé sous le nom de FibroScan, qui permet de voir si le foie a une fibrose ou pas. Les scores, vous les connaissez maintenant. Il y a aussi d'autres scores qui existent, mais le problème du fibrotest, qui est un de ces scores qui intègre plusieurs données, c'est qu'il n'est pas remboursé. Donc, pour des patients qui sont en situation de précarité, c'est moyen parce que du coup, ils vont devoir payer le test. C'est de l'ordre de 70 € à peu près, 67, 70 €, mais tout le monde ne peut pas payer 70 € pour un test. Donc, il y a des calculateurs faciles aussi, par le fibromètre, et le FIB4 dont je vous parlais est disponible sur tous les scores sur Internet. Quand vous allumez votre portable et vous mettez FIB4, vous pouvez le calculer aisément, même le vôtre, si vous voulez vous exercer déjà sur le vôtre, c'est facile. FibroScan, le principe, c'est comme une sonde d'échographie. Je dis comme une sonde d'échographie, parce que ça y ressemble, mais ce n'est pas une échographie. On va poser la sonde là, au niveau des côtes, à droite. Donc, les infirmières qui le font le savent très bien. Hein, donc, on regarde vraiment à peu près le 4e espace intercostal. On chope entre deux côtes. On envoie l'onde. Et l'onde, elle va être en fait réfléchie. C'est-à-dire qu'elle va faire un aller-retour dans le tissu hépatique. Plus le retour de l'onde est rapide, ça veut dire que le foie est dur. Un foie dur, c'est pas normal. Je vous l'ai dit, hein, il doit être souple, il doit être élastique. Donc, plus la valeur sera élevée, la vitesse sera rapide, en kilopascal, plus ça veut dire que le foie est dur. Par contre, si la vitesse est lente, le foie met du temps à réfléchir, c'est que le foie est souple et mou. La valeur sera petite, ça veut dire qu'il n'y a pas de fibrose. D'accord? Donc, ça s'exprimera en kilopascal. La durée de l'examen, on dit moins de 5 minutes, mais ça dépend des patients. On a certains qui durent une demi-heure, d'autres qui durent 5 minutes, d'autres 15 minutes. Ça dépend. Si on appelle le médecin à la rescousse, ça peut durer 1 heure. Enfin, bref, voilà. Il se pratique à jeun. Alors maintenant, c'est 2 heures, hein, les ROCO, à jeun depuis 2 heures. On a bien 3 heures, mais c'est vraiment 2 heures, les ROCO. Une dizaine, 10 à 12, on va dire, acquisitions pour avoir une valeur moyenne hein, de résultat. Il y aura des critères hein, pour montrer que s'il y a une vraie validité du résultat. Ça va s'exprimer en kilopascal. Et maintenant, les fibroscans intègrent la stéatose hépatique, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le gras au niveau du foie. C'est-à-dire qu'on va regarder le taux de cellules qui sont remplies de graisse pour déjà avoir une première vue de la cause de cette fibrose du foie. Est-ce que la fibrose est liée ou pas au gras? Si vous avez un taux très élevé de gras dans le foie, ben oui, ça peut être une cause qui peut expliquer la fibrose. En tout cas, c'est un facteur aggravant. Donc, vous allez avoir les deux valeurs qui vont être corrélées, fibrose et stéatose. On dit qu'à partir de 8 kilopascal, c'est qu'il y a déjà une fibrose qui est quand même avancée. Et que quand il y a une stéatose qui est aux alentours à peu plus supérieure à 250, il y a quand même une bonne stéatose au niveau du foie. Beaucoup de cellules du foie sont chargées. La stéatose va s'exprimer en dB par minute. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la valeur, en fait, la nomenclature. Et c'est comme ça qu'elle est calculée, pareil, par cette onde qui va être réfléchie au niveau des cellules. Ça, il faudra qu'on change aussi. Cette interprétation-là, alors, elle est toujours valide. Pour vous, de toute façon, vous n'aurez pas interprété forcément de fibroscan, mais c'est pour vous dire que c'est des grilles qui existent, des abats qui existent. L'important, c'est de savoir que dans l'interprétation de la fibrose et de la stéatose, on intègre plusieurs données. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que si le patient a une hépatite B, plus une stéatose, plus de l'alcool, sa valeur ne va pas équivaloir au même stade de fibrose qu'un patient qui a une hépatite B seule ou une hépatite C seule. En fait, les facteurs vont être cumulatifs. Et c'est comme ça que le médecin va interpréter le fibroscan. C'est au regard de ce cumul de facteurs de risque et de la valeur du fibroscan. Et on va conclure, ça va être la somme de tout ça qui va nous donner la synthèse du résultat. C'est pour ça que les infirmières réalisent le fibroscan par délégation de tâches, mais ne l'interprètent pas, parce qu'il faut vraiment avoir le dossier du patient en tête et savoir ce qu'on intègre comme valeur. Le FIB4 dont je vous ai parlé, voici l'équation qu'il ne faut absolument pas retenir parce qu'en gros, elle est super compliquée. En gros, il faut juste savoir que c'est les transaminases, l'âge, les plaquettes qui font partie des valeurs que l'on utilise pour le calculer et qu'il a des valeurs qui sont très bonnes en termes de valeurs prédictives et négatives. En gros,
un FIB4 qui est faible, inférieur à 0,67, on sait qu'il n'y a pas de fibrose du foie. Valeur prédictive positive, elle est bonne, mais elle n'est pas excellente. En gros, si c'est supérieur à 2,67, on peut supposer qu'il y a une fibrose sévère. Je dis on peut supposer, ce n'est pas garanti, mais ça veut dire qu'en tout cas, on a intérêt à faire d'autres recherches parce qu'il y a quand même une forte probabilité qu'il y ait une fibrose sévère. Donc, un peu comme votre TROD, c'est un très bon test d'orientation pour savoir oui, non. On n'aura pas du 100% juste avec un FIB4, mais ça permettra d'avoir déjà une bonne orientation pour dire à votre patient, si le FIB4 est supérieur à 2,67, monsieur, madame, il faut quand même consulter un hépatologue. Il faut quand même aller faire d'autres tests pour vérifier votre foie. S'il est inférieur à 0,67, vous pouvez déjà dire, bon, bah là, ça va. Franchement, la valeur, elle est bonne. Vous n'avez pas une fibrose sévère. Vous avez l'arbre décisionnel. Vous n'avez pas à le connaître. Hein, vous ne le ferez pas, mais c'est pour vous dire comment nous, on réfléchit pour savoir s'il faut orienter quand c'est supérieur à 2,67, vers un spécialiste du foie et vers un examen spécialisé du foie, comme par exemple le fibroscan dont on a parlé, pour venir confirmer ou infirmer l'existence d'une fibrose. Il y a des populations qui vont avoir un risque intermédiaire, par exemple des populations qui sont justement en situation d'obésité ou en syndrome métabolique. À partir de 1,3, on va commencer à s'inquiéter. Dès qu'ils atteignent la zone grise, parce qu'on sait qu'ils cumulent des facteurs de risque, hein, quelqu'un qui a une hépatite B, une surcharge pondérale, un diabète, s'il a 1,3 de FIB4, on va quand même le surveiller et peut-être même proposer un fibroscan pour vérifier son stade de fibrose. Alors, si je peux rajouter, vous voyez là sur l'écran, en bas, vous avez le résultat qui apparaît dans les analyses médicales. Ça, c'est dans tout le grand test maintenant. Dans tous les laboratoires d'analyse médicale, le FIB4, il est rendu pour les 18 à 70 ans, une fois par an, du moment où il y a les azates, les alates et les plaquettes et l'âge du patient. Ça permet d'indiquer, d'orienter les médecins potentiellement sur la fibrose potentielle chez leurs patients. Donc, dès qu'il va y avoir une fibrose au-dessus d'un 30 ou au-dessus de 2,67, il y a l'indication de ce qu'il faut faire. Un FIB4, désolé. Un FIB4, effectivement. Il y aura la conduite à tenir pour le médecin pour savoir est-ce qu'il faut envoyer sur une élastométrie du foie un fibroscan potentiellement ou pas, ou suivre seulement le patient. Attention, hein, je dis ça pour ceux qui voudraient le faire là directement pour leurs patients. Il y a des faux positifs. Vous avez vu que ça intègre les plaquettes et l'âge, donc des âges extrêmes, ne le faites pas. Et pareil, s'il y a des raisons pour lesquelles les plaquettes peuvent être basses, une autre raison, ou pour laquelle les transaminases peuvent être très élevées parce que le patient est sous traitement de, je sais pas quoi, un antibiotique ce jour-là, qu'il a pris pour les dents, pour autre chose, c'est pas le bon moment de faire le FIB4, puisque par exemple, les patients qui prennent des traitements antituberculeux, ne faites pas un FIB4 au moment où ils prennent un antituberculeux, parce que les antituberculeux font grimper les transaminases. Donc voilà, je vous le dis juste, hein, parce que des patients qui ont des mycoses et qui prennent de la terbinafine, ils vont avoir leur FIB4 explosé, mais ce n'est pas un témoin d'une fibrose. C'est juste une réaction hépatique à ce moment-là, donc il faut attendre un petit peu pour faire le FIB4. Donc ça, c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment l'interprétation entre guillemets médicale au vu du dossier du patient. Vous qui êtes effectivement soit éducateur de rue, soit enfin, voilà, vous qui allez être bénévole pour SOS, il faut savoir que ce test existe, que c'est un bon test d'orientation, mais effectivement, ce n'est pas vous personnellement qui allez le faire ou le prescrire. On combine hein, souvent, très souvent dans notre manière de réfléchir, nous les médecins, les tests de fibrose. C'est-à-dire que vraiment, on va utiliser le résultat du FIB4 et le score du fibroscan et on va corréler les deux dans notre tête pour réussir à savoir, effectivement, tirer la conclusion exacte d'où en est le patient dans sa fibrose. Comment est-ce qu'on progresse de la fibrose à la cirrhose? Il y a des facteurs de risque communs, vous l'avez compris, et il y a des facteurs de risque qui potentialisent. L'âge de contamination, bah oui, c'est logique en fait. Si vous avez été exposé très tôt à l'hépatite C et jamais traité, ou très tôt à l'hépatite B et qu'on vous a dépisté qu'à l'âge de 70 ans, bah forcément, vous avez plus de risques qu'on vous dépiste à un stade déjà de cirrhose. Que si c'est un jeune, par exemple, les mineurs isolés qui arrivent sur le territoire, des fois on les dépiste, ils ont 15-16 ans, bah, ils n'ont pas été, on peut supposer que ça ne fait pas plusieurs années, et vous l'avez vu que la fibrose est d'évolution lente. Donc, c'est très rare que ces jeunes fibrose. Alors, si fibrose, c'est que c'est vraiment un virus très agressif, ou traités généralement directement, ou qu'ils ont une co-infection avec l'hépatite D, comme on l'a vu tout à l'heure. Pareil pour l'hépatite C. Et oui, désolé messieurs, le sexe féminin est protecteur. Tant il y a des hormones. C'est-à-dire, une fois la ménopause arrivée, nous ne sommes plus protégés de rien. Et nous multiplions par 4 nos risques de cirrhose du foie une fois exposés à
L'alcool. La consommation d'alcool chez les femmes ménopausées surexpose au carcinome hépatocellulaire x4 par rapport à l'homme. Ça, c'est quand même bon à savoir parce que nos facteurs protecteurs, c'est les oestrogènes. Voilà. Donc, sexe masculin, parce que vous n'êtes jamais protégés de rien, messieurs, hein, donc ne buvez pas d'alcool, c'est mieux, ne vous exposez pas à l'hépatite B, à l'hépatite C, voilà. L'alcool, évidemment, je vous l'ai dit. Le cannabis, on n'en parle pas assez. Alors, je vais mettre cannabis et dérivés. Oui, les dérivés. Ce n'est pas que le THC, c'est le fait d'inhaler des fumées de combustion. Vous voyez où je veux en venir? Donc, du CBD en combustion dans une espèce de cigarette électronique qui combuste à fond. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas les goudrons, les machins, tous les trucs qui peuvent être aussi nocifs. Mais par rapport au foie, là, on est dans le foie, ça peut provoquer quand même des dommages, le fait d'avoir des fumées de combustion dans l'organisme. Le foie est un filtre, je vous le rappelle. Idem pour la chicha. En fait, en chicha, on n'en fume peut-être pas tous les jours, mais quand on en fume une grosse quantité. Et on va fumer peut-être toute la soirée ou pendant une soirée des grosses quantités de vapeur et de substances qui sont chimiques hein, qu'on va inhaler et qui vont faire de la combustion dans notre organisme. L'insulinorésistance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, c'est le fait que notre corps résiste en fait à l'insuline et une moins bonne tolérance à l'apport de sucre. Chez qui on trouve cette insulinorésistance? Très souvent, c'est des gens qui peuvent être en surpoids ou en obésité. C'est dans le syndrome métabolique. Calculé par un index facile qui s'appelle l'index OMA, qui calcule en fait le taux d'insuline en fait dont votre corps a besoin. Je résume un peu comme ça pour éliminer le sucre. Donc, il y a des pathologies où il y a un très, très, très fort index OMA, donc qui sont très, 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 très insulinorésistants. C'est les syndromes des ovaires polykystiques. Ça peut être le diabète gestationnel, des situations à risque, hein, et effectivement, obésité, syndrome métabolique. Et les co-infections VIH. Tout ça vont être des facteurs qui vont précipiter plus rapidement vers la cirrhose du foie. Il y a des facteurs de risque spécifiques aux maladies. Le VHB, ce qui va amener plus vite vers la cirrhose, ben, c'est si le taux de virémie, de charge virale est très élevé, que l'ADN est très, très élevé. L'activité histologique, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a une fibrose ou pas du foie? S'il y a une fibrose, une charge virale élevée, c'est sûr que ça va précipiter très rapidement vers la cirrhose. C'est pour ça que c'est des cas où on met le traitement assez rapidement. Une réactivation virale. Alors ça, c'est un terme spécifique. En gros, c'est quelqu'un qui avait une toute petite charge de virus, mais pour une raison X ou Y, il y a eu une diminution des défenses immunitaires. Ça peut être parce qu'il y a eu un cancer, il y a eu une chimiothérapie. Ça peut être parce qu'il y a eu un psoriasis, on lui a mis un traitement pour, qui est en fait des traitements qui diminuent un petit peu l'immunité pour éviter qu'il y ait des réactions auto-immunes qui se fassent. Donc, tout ça, c'est des immunomodulateurs. Et du coup, son immunité est modifiée. Cette immunité qui maintenait très bien le cap, elle est complètement modifiée. Donc, le virus, il profite. Pas oublier, hein, un virus, c'est comme un parasite, il profite. Donc, dès que l'immunité baisse, lui, il réascensionne. Et là, c'est des cas où ça peut précipiter vers la cirrhose assez rapidement. Autre cas où il peut y avoir une immunodépression physiologique, à votre avis, c'est quoi? Chez les femmes? La grossesse. En fait, quand on est enceinte, tout part vers bébé. Et surtout, on s'immunodéprime pour accepter le fœtus. Parce que je rappelle que le fœtus, c'est un mélange de deux personnes. Donc, en fait, pour accepter un nouveau venu qui n'est pas que de nous, il faut qu'on fasse baisser nos défenses, sinon on le rejetterait. Donc, nos défenses baissent automatiquement, mais sauf pour une femme qui avait une virémie très basse, ça peut être en fait un cas où le virus flambe. Donc, les grossesses de femmes qui étaient vraiment avec des virémies faibles peuvent être des cas de réactivation virale. Ça, vous entendrez peut-être ce mot-là dans l'hépatite B. Et bien sûr, on a parlé de la surinfection, soit par du VHD, du VHC. Il peut y avoir des gens, hein, VHB, VHC et VHD. On a déjà eu des patients qui en ont trop. Le VHC, oui, et le VHC, consommation de cannabis et insulinorésistance. Hein, donc, voilà, c'est vraiment des facteurs qui peuvent, en cohabitation, accentuer la cirrhose. Alors, parcours de soins. Pour l'hépatite C, il n'est pas très bon. Bon, pas que nous ici, mais en France métropolitaine, il n'est pas très très bon. En gros, personnes qui ont une hépatite C chronique, c'est ça. 192 bleus, en bleu. Personnes ayant connaissance de leur infection déjà, donc ceux qui sont dépistés, annoncés, 58% de ceux qui sont atteints. Moyen. Maintenant, on arrive à ceux pris en charge au cours de l'année. 15% en gris.
Et maintenant, ceux parmi les pris en charge qui vont être traités. On arrive à 7% chez les 18-80 ans. Bon, vous voyez, hein, c'est très bien illustré là, hein, la cascade, la perte de vue, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu frustrant dans les soins, hein, parce qu'on sait que c'est des populations parfois difficiles à saisir. Et en fait, ben, il y a toute cette cascade de soins qui n'est pas forcément, qui met pas forcément en valeur tout le travail qu'on fait, mais ce n'est pas que lié à nous ou que lié aux populations. On a un système de soins qui est ce qu'il est. Il est performant en termes de traitement, mais en termes de parcours de soins, on a encore des progrès à faire. On l'a dit, on en a discuté en off ce midi. Hein. En fait, il y a des parcours de soins qui existent dans certaines régions qui n'existent pas dans d'autres. Vous nous l'avez souligné que chez vous, il n'y a pas forcément des systèmes de mobilité. Enfin, voilà. Donc, il y a encore des choses à travailler, des choses à faire pour améliorer cette prise en soin du dépistage vers le traitement. Parce que c'est bien ça l'objectif. Hein. Sinon, dépister sans traiter, on n'est qu'à 50% d'efficience. Bien sûr, il y aura de la prévention derrière. Bien sûr, le patient sera au courant de sa maladie, mais on n'aura quand même pas traité. Donc, les enjeux, c'est ça. On avait mis en place avec le CELBA un parcours de soins intégré dans l'Exapar que vous connaissez, du coup, puisque vous en aviez bénéficié pour certains, qui était le programme FibroScan, où effectivement l'ensemble des partenaires en Exapar avaient été formés, une formation commune, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui au FibroScan. Il y avait une incitation à l'utilisation de l'outil, il y avait des consultations hépatologiques avancées ou du moins facilitées qui étaient permises, et des réunions de synthèse s'il y avait des patients qui étaient retrouvés avec une hépatite C positive. Et ça a vraiment permis d'améliorer les parcours de soins des patients. Du coup, on le fait toujours avec notre équipe mobile, pas que dans l'Exapa, mais par exemple dans des centres qui accueillent des migrants ou dans des centres qui accueillent des personnes en voie d'insertion. On travaille le même type, c'est pas jamais exactement le même puisque ça dépend des structures, mais il faut travailler avec les structures sur des types de parcours qui sont un peu standardisés, protocolisés, mettre en place des protocoles pour faciliter l'accès aux soins. Cette difficulté, l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est l'accès aux soins. Les médicaments, ils existent, hein, mais c'est comment on va vers les médicaments, comment on amène le patient à se faire soigner. Donc ça, c'est un peu les résultats du programme FibroScan qui a eu lieu de 2012 à 2017, donc sur 5 ans. Fred, si tu veux commenter, puisque c'était toi qui étais un peu instigateur avec Michel à l'époque. Donc on voit, on a une première cascade de soins, on voit qu'on voulait dépister 1000 personnes, 1000 usagers, que malgré tout, c'est pas parce qu'on veut faire qu'on y arrive totalement. On a quand même réussi à dépister 77% de cette population, ce qui est pas mal quand même. Avec tous les XAPA d'Alsace, hein, on avait une dizaine de XAPA en Alsace sur cette période-là, et que sur ceux-là qu'on a dépisté, il y en avait 34% qui avaient des anticorps anti-VHC+, donc c'est qu'il y avait une sérologie hein, de l'hépatite C positive. Sur ceux-là, ceux qu'on a dépistés positivement, il y en avait 75 des 34% qui avaient une ARN positive. On voit que c'est quand même pas mal ceux qui étaient très virémiques à ce moment-là. Maintenant, ce sera beaucoup moins le cas parce qu'effectivement, on a beaucoup guéri de patients de l'hépatite C. Donc, on va avoir des hépatites C, des sérologies positives, mais des ARN négatifs. Donc, on a pu faire ça. Et puis, on en a réussi après, sur les 68% qui avaient cet ARN positif, on a réussi à en traiter 73%. Donc, on n'a même pas réussi, malheureusement, à traiter tous ceux qui avaient une ARN positive. Donc, c'est une population très hétérogène, finalement, dans les usagers de substances psychoactives, hein, parce que ce n'est pas que l'usage de drogue qu'il y avait dans l'étude. Et on voit qu'il faut quand même donner beaucoup d'énergie et d'efforts pour pouvoir aboutir à éliminer l'hépatite C en emmenant toujours tout le monde au traitement. Malgré tout, 90% de guérison dans cette population-là, alors qu'on était à 99%, donc c'est quand même pas mal. On voit que 9 personnes sur 10 qu'on a traitées a pu guérir de l'hépatite C, donc ça vaut vraiment, vraiment le coup de dépister cette population, mais ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas que c'est fini. Il faut vraiment redoubler d'efforts tout le temps, parce que voilà, je pense que sur le temps, sur le timing, peut-être ceux qui n'en voulaient pas avant du traitement ont pu guérir ensuite, puisque des travailleurs sociaux, des infirmiers, des médecins ont réussi aussi à les convaincre, parce qu'ils ont vu aussi les autres usagers, leurs pairs, guérir également. Ça, c'était aussi un facteur très intéressant, c'est de voir d'autres personnes guérir et leur parler de la simplicité de ces traitements, puisqu'avant, on avait des traitements longs, compliqués, avec vraiment de l'interféron, de la ribavirine, je ne sais pas si on en a parlé vraiment de ça de manière globale, mais donc c'était lourd, avec des effets secondaires et tout. Et là, c'est tellement d'une simplicité que sans effets secondaires qui fait que effectivement, on peut aboutir facilement, quand les usagers le comprennent, à guérir tout le monde et éliminer l'hépatite C.
Ça veut dire que éliminer l'hépatite C, c'est encore une fois, c'est ne plus contaminer d'autres personnes derrière, quoi. C'est ça, hein, le traitement, ça sert aussi à éviter des contaminations. Donc, l'élimination est possible. En tout cas, ça le prouve, en tout cas. Ce que dit Frédéric, c'est important, c'est qu'une fois qu'ils arrivent au traitement, ces personnes guérissent. Parce qu'on pourrait croire qu'une fois qu'ils arrivent au traitement, bah, ils ne sont pas observants, s'ils sont arrivés déjà là, ils guérissent. Voilà. Donc vraiment, c'est ça là, c'est ça qui est difficile. C'est de les amener à tester leur ARN par la PCR, à faire le deuxième test après le dépistage initial, et c'est de les amener jusqu'au médecin qui va faire la prescription. C'est pour ça que l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure des équipes mobiles qui dépistent et traitent en 1 heure dans le même camion, on sent vraiment que là, il y a un potentiel de folie parce que on ne perd pas de vue, quoi. Voilà. Nous, c'est vraiment ça notre enjeu. On essaie de construire des parcours de soins avec le CELVA, notamment pour les sortants de prison, et on est encore balbutiement. Par contre, on a réussi un truc génial avec les passes. On a réussi vraiment, on peut être fiers de notre parcours de soins VHV avec les passes. On a construit quelque chose d'efficace, alors qu'on perdait aussi avant beaucoup de gens entre leur sortie de la passe. On en perd beaucoup moins. Enfin, je veux dire, ça, on peut être. Mais pour la prison, on est encore mauvais. En tout cas, au niveau du CELVA, on n'est pas bon. On sait qu'il y a des gens qui sortent, qui sont dépistés en prison, on les sait porteurs, et puis on n'y arrive pas, quoi. Enfin, pas on, mais le système de soins n'arrive pas encore à vraiment faire ce raccord entre le dedans et le dehors de la structure où ils sont incarcérés. Voilà. Donc, il faut être innovant. En fait, il y a vraiment de la place pour de l'innovation en santé en termes de parcours de soins. Et ce que je vous dis n'est absolument pas médical. Ce n'est pas les médecins qui vont le faire. On est très mauvais là-dessus. Donc, c'est vraiment les infirmiers, les éducateurs de rue. Moi, je travaille très longtemps avec des éducateurs de rue de XAPA qui connaissent très bien l'aller vers, qui savent comment convaincre, qui savent utiliser des espaces intermédiaires dont on parlait. Nous, on n'est pas formés à ça en médecine. Hein. Nous, on est formés à faire une consulte avec un patient qui veut guérir, qui arrive déjà, il est convaincu. C'est ça notre job. Nous, guérir les gens qui pensent qu'ils ne sont pas convaincus qu'on peut guérir ou qui ne veulent pas, ou qui savent parce que c'est la maladie, oh là là, ça peut prendre du temps, c'est long. J'exagère à peine le trait, mais ce sont des discours que vous pourrez trouver autour de vous. Voilà. Si on n'a pas l'habitude de guérir un patient qui ne veut même pas être là dans votre camion et qui ne veut même pas se faire soigner. Sans parler, on le verra tout à l'heure, des process qu'il peut avoir mentaux quand on annonce une maladie à quelqu'un, hein, qui parfois nécessite beaucoup de temps avant de vraiment accepter, ne plus être dans le déni et puis aller vers les soins. Donc vraiment, il y a de la place pour l'innovation et pour la guérison. Donc les acteurs de santé qui vont être autour d'un patient qui a une hépatite C, ça peut être tout ça. Hépatogastro-entérologue, psychiatre, assurance maladie, travailleur social, psychologue, éducateur de rue, association de patients, pharmacien, le médecin traitant, et il y a le patient bien sûr au centre. Donc vous voyez que ça peut être en fait hyper pluridisciplinaire, en fait, très large, bien sûr. Comment je peux oublier les infirmières? Bon, le TP, en tout cas pour dire que parfois il faut une multiplicité d'acteurs. Là, on a les patients sur lesquels on est en échec, voilà. C'est des patients sur lesquels on va mobiliser vraiment. On a fait un staff récemment en disant, on va mobiliser des associations de patients, plutôt des hommes, plutôt des femmes. Est-ce que le patient, de par sa culture, est plus un médecin femme, c'est mieux, un médecin homme? Enfin, on s'interroge vraiment sur des tas de paramètres et variables qui peuvent, le but, c'est de traiter. Voilà. Les obstacles, on vient en parler à demi-mot, mais c'est tout ça. Les représentations, elles sont énormes. Soit quant à la maladie, premier obstacle. On le trouve dans le VIH et dans l'hépatite B aussi. Beaucoup de patients d'origine africaine, à qui je vais annoncer en fait l'hépatite B, vont le voir soit comme une maladie qu'ils ont attrapée au labo en France, en disant « moi, j'étais pas malade en partant de mon pays ». Comme c'est des maladies qui sont invisibles au début, au premier stade, donc un jeune homme de 16 ans qui arrive, malien, je vous donne ces derniers exemples en tête, et qui vient se faire dépister, qui a un TROD positif, on lui annonce l'hépatite B, même après la sérologie, et qui dit « mais non, moi je suis partie en bonne santé, j'ai traversé la Méditerranée, je suis en pleine forme, j'ai appris même à nager, je suis arrivée en France, je ne peux pas être malade. En fait, c'est le moment où vous m'avez fait la prise de sang, vous m'avez injecté un truc. » Première représentation. Deuxième représentation, parce que c'est interculturel, ça peut être, non, ça c'est un sort qu'on m'a jeté au pays, par ma belle famille, par la famille d'un tel, moi je ne suis pas malade, et puis je vais aller faire de la médecine traditionnelle, voilà, ça ira mieux. Deuxième représentation, vous ne me donnez pas de traitement, ou il y a un traitement, mais c'est des traitements des Blancs. Moi, du coup, je vais aller chercher, dans mon pays d'origine, des réponses. Donc, je vais aller sur les réseaux. Sur les réseaux, on va me vendre un médicament du pays, donc le flacon ça sera rempli avec de l'eau et du sucre, que je vais payer 2 000 €. Quatrième représentation, voilà, vous aurez autant de représentations qu'il n'y aura de patients. Donc ça va être important parce qu'aucune des représentations n'est ridicule. Ça, c'est vraiment l'erreur qu'on peut faire si on passe outre, si on n'arrive pas à passer
alors je dis pas adhérer à la représentation, mais prendre en compte ça, vous allez passer à côté de votre soin. Vraiment à côté de votre soin. Même s'il y a des choses qui peuvent être parfois risibles ou drôles, en fait, pour le patient, c'est comme ça qu'il intègre son référentiel. Donc là, il va falloir, pareil, innover, utiliser peut-être d'autres acteurs si vous ne vous sentez pas aguerri dans la transculturalité. Il y aura des représentations quant au traitement, quant au système de soins, des manques de formation des professionnels de santé. Je pense que vous, aujourd'hui, en sortant de cette formation, vous allez être plus aguerri au bout de vos 3 jours que certains médecins généralistes qui travaillent en ville ou que certaines infirmières libérales parce que vous allez avoir une connaissance élargie sur ces sujets, en tout cas. Manque de coordination, ça, notre faute à nous. Des fois, il y a des territoires qui ne sont pas coordonnés, histoire de personnes, histoire de politique, voilà. Manque de moyens, c'est le nerf de la guerre, mais c'est comme ça. On parlait des éloignements géographiques, de la difficulté d'accéder aux soins. La précarité, conditions socio-économiques défavorables, l'absence de droits, des populations qui n'ont pas de droits ouverts. Donc, pour avoir accès à des traitements qui sont méga coûteux, c'est compliqué. Par exemple, dans l'hépatite C, les traitements, on parle de 27 000, 30 000 euros de traitement. Donc, quand les patients n'ont pas de droits, on ne va pas pouvoir le mettre en place. Donc, voilà. Manque de communication. Et oui, hépatite C, hépatite B, Quesaco. Moi, j'ai beaucoup de populations à qui j'annonce vous avez une hépatite. C'est pas ce truc. Pourtant, le sida, le VIH, on en a un peu entendu parler. Même pas trop besoin de regarder. Les hépatites. D'ailleurs, ils vont nous dire mais j'ai un VIH. Non, vous avez une hépatite B. Mais qu'est-ce que c'est? Mais l'hépatite C, je suis vacciné contre l'hépatite C. J'ai été vaccinée. Non, vous étiez vacciné contre l'hépatite B. Donc, il y a tout ça, en fait. Il y a toutes ces représentations. Ces croyances. Donc, comme je vous disais, la prescription des traitements, c'est tout médecin depuis 2019, y compris des médecins généralistes, parce qu'il y a une prise en charge simplifiée que je vous présente en une diapo. En gros, un patient qui n'a pas d'autres maladies chroniques décompensées, un patient qui n'a pas d'autres traitements super compliqués, un patient qui n'a pas de fibrose, qui a des tests hépatiques qui sont normaux et qui est porteur de VHC avec un ARN positif, évidemment. Circuit médecine générale. Un médecin généraliste peut prescrire le traitement. Une prescription, comme une pharmacie de ville, sur une ALD. Il peut prescrire les 2 mois ou les 3 mois de traitement. Et les patients, vous avez vu, les patients sans cirrhose, c'est quand même la majorité des patients. C'est 70-80% du temps, en fait, que ça pourrait être un peu. Plus tôt on dépiste, plus vous aurez de patients non cirrhotiques. Plus tard vous dépistez, bien sûr, évidemment, un patient de 70 ans qui est exposé à son hépatite C depuis moult, oui, il sera cirrhotique. Donc ensuite, comme je vous disais, le plus important, ça va être de vérifier à 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois après le traitement, que le traitement a bel et bien été efficace et qu'en gros, il n'y a plus d'ARN, que l'ARN n'existe plus. La sérologie ne sert à rien, puisque vous aurez des anticorps à la fin de ce traitement, pour tout le monde. Donc, c'est vraiment l'ARN, votre maître mot. Et si vous voulez savoir si le patient a toujours des facteurs de risque, s'il continue l'usage de drogue, s'il a refréquenté ou repartagé du matériel, soit dans son pays d'origine, soit avec d'autres collègues, etc., vous refaites bien sûr une PCR. La sérologie ne servira à rien, puisqu'elle sera positive. Donc, c'est une évolution historique, quand même, l'histoire de ces traitements. On en parle là, ça paraît presque anecdotique parce que c'est ancien, mais vous avez là quelqu'un avec qui vous pourrez en parler, je pense, sur ma gauche, plus précisément, quand on en parlera en off un peu tout à l'heure lors des questions. Vous avez un patient devant vous, donc, qui a bénéficié de cet énorme progrès et qui est là aujourd'hui devant vous parce qu'il y a cet énorme progrès qui a été permis, qui ne serait peut-être pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce progrès. Donc, c'est quand même des choses, voilà, c'est une véritable action. Cette personne est chef de service aujourd'hui, donc c'est quand même pas rien. Donc, voilà, c'est une évolution historique. Ça participe à l'éradication d'une maladie. C'est simple. Peu d'effets secondaires, vraiment peu, et 99% de réussite. Par contre, il faut renforcer les liens entre la médecine de ville, les hépatologues, les équipes mobiles. Il faut vraiment les passes, il faut faire de la coordination. Là, il y a un enjeu de com, en fait, qui est vraiment très important à faire. Alors, du coup, comme je vous disais, ça c'est plus médical, mais effectivement, quand il n'y a pas de co-infection, quand il n'y a pas de grosses pathologies décompensées, le médecin traitant prescrit. L'expérience alsacienne, c'est que nous, on a développé vraiment une interface qui facilite les parcours de soins par notre site internet, en fait, sur le CELVA. On peut se connecter, il y a des ordonnances simplifiées, il y a des ordonnances de prescription, des ordonnances de prescription pour le dépistage de labo, des ordonnances pour la pharmacie. Ça permet de rassurer les professionnels. On a maintenant aussi un système d'avis par Internet qui s'appelle Omnidoc,
qu'on peut utiliser pour nous demander des avis sur OmniDoc pour des cas, en fait, sans avoir besoin de passer par le coup de fil, le mail, etc. Donc, c'est très facile. Ça permet aux médecins qui demandent l'avis d'être rémunérés et ça permet à notre équipe aussi d'être valorisée pour cette mise en lien. Et c'est de la formation, en fait, de manière indirecte, parce que quand on donne un avis, on forme la personne qui est aussi à l'autre bout du fil ou à l'autre bout du mail en lui disant qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on l'accompagne peut-être pour la première fois, mais pour la deuxième fois, il saura le faire. Donc ça, c'est super chouette. Donc, vous pouvez taper Selva et vous tomberez sur notre site internet. Je vous présente le camion où on fait effectivement l'élastométrie, donc le fibroscan, on repère stéatose et fibrose, et on fait aussi les trottes dedans, les entretiens médicaux et les entretiens sociaux. Et nous avons aussi un haut vent, nous avions, bref, un vent que j'ai cassé, sous lequel nous avons des stands, voilà, mais le vent a eu raison du haut. Voilà. 2030, bye bye les hépatites, vœux pieux, ça dépendra de nous, ici présents, ou pas. 2030, c'est demain, mais voilà. Donc, ça fait partie de nos missions. C'est aussi pour ça qu'on a développé l'équipe mobile. Il y a un projet régional de santé de l'ARS Grand Est qui a été 2025. Bon, là, par contre, c'est pieux parce qu'on n'a pas vraiment réussi, mais en tout cas, on y a concouru activement. Voilà. Et l'objectif est 2030 pour l'ARS. Voilà. Donc, nous, notre équipe mobile, on en a parlé en off, mais son rôle, c'est vraiment d'aller au-devant, j'allais dire de la scène, mais c'est un peu ça, pour faire de l'aller vers, parce que beaucoup de populations, l'hôpital, ça fait peur. En plus, c'est un système, l'hôpital, c'est-à-dire qu'il faut avoir un rendez-vous, il faut avoir une consultation, il faut avoir un hématologue, il faut avoir attendu, il faut savoir téléphoner à un secrétaire. Bon, c'est bon, déjà ça m'a fatiguée. Donc, les patients de la rue ou en situation de précarité où il y a d'autres urgences que l'urgence médicale, surtout pour une maladie qu'eux ne sentent pas, alors que l'urgence sociale, elle se sent, avoir froid, avoir faim, avoir soif, on dirait un truc de soulèvement des restos du cœur, mais c'est vraiment, ça se sent dans sa chair. Donc, quelque chose qu'on ne sent pas versus quelque chose qu'on sent, on est tous pareils, on va donner la prio à ce qui nous fait mal, en fait. Donc, à nous aussi de soutenir, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, les équipes mobiles, c'est vraiment un moyen de soutenir ces populations. Donc, nous, on amène nos petites valises TROD, très souvent en partenariat avec SOS Hépatite. Donc, Cédric vient avec nous. On est 2 équipes, en fait, en une, on ne fait qu'un. Un médecin, souvent moi, du coup, et puis infirmière et assistante sociale. Et on part au-devant du public avec notre TROD et notre fibroscan. Nous n'avons pas le gène expert, nous, dans notre camion. Pour l'instant, aussi par choix, on l'a, mais on ne le fait pas forcément, parce que déjà, on fait de l'aller vers, on essaye déjà de dépister, de traiter, et on ramène vers des consultations où c'est le même médecin qui a dépisté qui verra les populations. On fait par contre de l'ETP avancé en déporté qu'on peut faire. On peut commencer les séances de TP, on le fait notamment pour les populations qui sont en passe. On commence le TP dans le camion pour faire l'annonce de la maladie, l'explication de la cirrhose et de la fibrose, et on commence des séances de TP qui sont poursuivies par nos infirmières après. Pourquoi une équipe mobile? L'équipe mobile parce que c'est un public fragile et c'est un public qui est exposé à tous les facteurs de risque qu'on a évoqués. Syndrome métabolique, vous le savez très bien, quand on est précaire, on mange mal. Donc, ils vont avoir en fait des colis alimentaires, mais dans ces colis, ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils vont manger. Donc, on a repéré que pour 28% des bénéficiaires, il y a vraiment un syndrome métabolique. Et chez ces patients, 23%, ce qui est, moi, je trouve énorme, sont en obésité sévère, morbide. Donc, c'est vraiment des enjeux importants. Et vous avez vu que les maladies du foie, ça peut être un cumul obésité hépatite virale. La stéatose, sur tous les premiers résultats de l'équipe mobile, vont concerner 70% des publics précaires que l'on touche par nos actions mobiles. 70% ont une stéatose, qui ne peut pas évoluer vers ensuite une hépatite. Donc, il y a vraiment un enjeu à renforcer la coordination et le parcours de soins. Et tous ces freins dont on a parlé, il faut qu'on les ait. Les freins, c'est le recours à l'interprétariat beaucoup, parce que les langues étrangères, c'est compliqué. Faire un TROD à quelqu'un qui ne parle pas français, c'est très compliqué, on le verra tout à l'heure. L'isolement, l'éloignement du soin, c'est compliqué aussi parce qu'il va falloir quand même avoir un parcours coordonné avec des hôpitaux ou avec des centres de santé. Donc, il faut trouver des bons interlocuteurs vers qui on peut adresser et où le patient ne se sent pas discriminé. Je mets les mots là où il faut, mais parce qu'il y a des médecins qui vont vous dire, non, moi, dans ma salle d'attente, mettons un chien avec sa gale. Ils ne vont pas vous le dire comme ça. Ils vont vous dire, je ne prends pas de nouveaux patients, c'est trop compliqué pour moi. Mais il y a quand même une vérité, c'est qu'il y a des choses qui dérangent. C'est les populations, les derniers réservoirs des hépatites, ce sont justement ces populations-là qu'on n'a pas réussi à amener vers l'hôpital et vers les soins. Donc, il y a un travail social énorme, là. Encore une fois, je vous dis, il n'est pas forcément médical, mais il est vraiment social. Donc, mais par contre, quand on lève ces freins, on arrive vraiment à faciliter l'accès. La prévalence,
vous voyez les migrants en zone d'endémicité, c'est 4% d'entre eux qui ont du VHB. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais par rapport aux prévalences chez les populations dites francophones, françaises sur le territoire national, on est quand même à des taux beaucoup plus élevés. Chez les migrants, pour le VHC, c'est 10% de prévalence. C'est énorme. On est à 0,09. Et les prévalences dans les structures d'accueil, si vraiment là on fait un regroupement de personnes en situation migratoire, on est à 15% parfois de prévalence du VHB dans certaines structures. Et du VHC, 5%. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que de toute façon, c'est des populations où il faut vraiment troder. Vous voyez aussi hein, que VHC et VHB sont plus élevés, sans grande surprise, chez les populations où il y a un bas niveau d'éducation ou un bas niveau de revenu social, notamment chez ceux qui sont bénéficiaires CMU ou AMU. Donc là, on ne parle pas de personnes en situation migratoire, mais juste de niveau en fait, socio-économique. Et bien sûr, les UDI, hein, on a une prévalence de 35%, ce qui est aussi très élevé. Les détenus, on en a parlé, et les migrants en situation de vulnérabilité, notamment ceux porteurs d'un VIH, où les prévalences sont plus élevées. Donc voilà les populations qui restent à dépister, qui sont cette fameuse partie immergée de l'iceberg. Donc pour ceux qui vont créer des équipes ou qui sont dedans, ben voilà, vous avez là un petit peu le résumé des endroits où il faut. The place to be. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, je ne sais pas. Enfin, dans le bon sens, puisque ça se traite et ça se dépiste. Donc emploi d'électrodes en finalité, ben voilà, hein, c'est toutes ces populations. Hein. On peut aller vers des gens qui sont déjà porteurs d'une hépatite virale ou d'un VIH, aller vers les publics éloignés du soin, vers les personnes qui sont en détention qui l'ont été, vers les personnes consommatrices ou pas de substances, la précarité bien sûr, les personnes en situation migratoire de zone à forte endémicité, ceux ayant des partenaires multiples, les femmes ou les hommes en situation de prostitution ou de travail du sexe évidemment, ou toute personne ayant un facteur de risque qui peut expliquer une contamination par le VHC. Voilà vraiment hein, ce que vous avez vu avec Frédéric hein, sur les indications à troder. Les populations, il y a des indications à troder. Puis ensuite, je vous invite vraiment à créer des parcours ville-hôpital. Alors bien sûr, hein, on rêverait d'un système où on pourrait s'affranchir de l'hospitalocentrisme, mais les spécialistes et patho-gastro, vraiment, quand les situations vont être un peu complexes, ils vont quand même se situer là. Donc il faut au moins avoir un petit pied vers là, un petit coucou, une petite accointance, hein, quand même, hein, quelques chocolats, quelques secrétaires, enfin bref, tout ça se sous-doit. Mais en gros, il faut quand même avoir une petite acquaintance pour réussir. Je suis enregistrée. Pour réussir à faire rouler ce réseau de l'hôpital. Et je vous incite vraiment à ce que vos parcours coordonnés soient protocolisés. C'est-à-dire, quelle que soit la personne qui remplace votre infirmière, votre assistante sociale, votre médecin avec qui ça se passait bien, ça continue à fonctionner. Parce que si vous le faites en fonction de je connais un tel, qui connaît un tel, quand le tel part, votre réseau, il est terminé. Et ça, c'est extrêmement dommage pour un travail qui aura peut-être duré 5 ou 6 ans en très bonne collaboration. Donc, protocolisez vos parcours, mettez les conventions en place, c'est ce qu'on fait nous, on conventionne, pour que quelle que soit la personne qui est à la tête de l'opération, ça continue pour vos patients et pour votre service, enfin surtout pour les patients, parce que c'est ça la finalité. Même s'il y a des gens après vous, si vous partez, ça peut continuer. L'autre volet très important dans vos équipes, il faut former. Ça, on s'en est aperçu, je ne vais pas dire tardivement, parce qu'on a commencé en 2019 dans nos actions, et c'est vers 2021-2022 qu'on s'est aperçu que ça ne marchait pas. On a fait les premiers rétex. En gros, on dépistait à fond. Les parcours de soins, ben, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Et en fait, c'est qu'on envoie vers le médecin traitant après pour le relais de prise en charge. Sauf que certains n'en ont pas. Et certains en avaient, mais comme le médecin n'avait pas été instigateur du dépistage, il ne se sentait pas concerné, il répondait aux patients retourner en fait voir la personne qui vous a dépisté parce que moi en fait tout simplement il y avait une méconnaissance des outils du TROD et du fibroscan. En fait un fibroscan, un médecin traitant de ville, quand j'ai commencé mes études, si j'étais pas au CEVA, je ne sais pas ce que c'est un fibroscan, je ne le blâme pas du tout. Le FICAT c'est pareil, ça vient tout juste depuis 2 ans, on vient de l'intégrer, enfin voilà, donc en fait il y a plein de données comme ça innovantes, ils ne peuvent pas être en maîtrise de tout. Donc en fait ils se retrouvaient face à des résultats qu'eux-mêmes étaient en difficulté pour interpréter. Donc, en fait, former les infirmières relais, les médecins relais, les acteurs de soins, c'est essentiel avant de commencer une action de dépistage. Parce que si vous dépistez que les personnes vers qui vous envoyez des patients après ne savent pas ce que c'est, là, c'est soufflé. Vous avez fait tout ça pour rien. Donc, le volet prévention, très important. Il y avait 43% des patients, 43% des patients qu'on rencontre en mobilité ne connaissent pas leur statut vaccinal pour le VHB. Enfin, pour le reste non plus, mais surtout pour le VHB. Hépatite B, oui, ça a dû être fait un jour.
Avec le truc, là, le tétanos. Alors, non, c'est la diphtérie. Oui, bah, alors c'était avec l'autre, là. On ne sait pas quand on a été vacciné pour l'hépatite B. On n'a plus le carnet. Le carnet, enfin voilà, surtout des personnes qui bougent beaucoup. Donc vraiment, il y a une personne sur 5 qui n'est pas vaccinée. Et il n'y en a que 22% de ces personnes vaccinées qui ont un schéma complet. Je vous rappelle qu'en dessous de 3 doses, le vaccin n'est pas efficace. Donc, moi, j'ai beaucoup. Alors là, j'ai énormément de patients qui me disent si j'ai eu le vaccin, ils ont eu le vaccin. Ils ne sont pas revenus pour le rappel. Donc, c'est inefficace. Donc, c'est des personnes qui vont vous dire je ne comprends pas mon TROD positif, j'ai été vacciné. Oui, mais une fois, monsieur, vous n'êtes pas protégé. Donc, en fait, le TROD, oui, il est positif parce qu'en fait, oui, vous avez été contaminé par l'hépatite B en pensant être vacciné. Voilà. 91% des personnes acceptent le TROD dans nos actions mobiles. Ce qui veut bien dire que quand c'est bien proposé, c'est bien accepté. Mais là, il faut vraiment, là, c'est de l'entraînement, c'est les équipes de rue, c'est savoir comment parler aux gens. C'est compliqué parfois, on arrive sur certains terrains, faut y aller. On est allé avec Cédric une fois, nous sommes allés dans un grand magasin, voilà, pour ne pas le citer, voilà, pour faire du trot. Quand les gens sortent des courses et qu'on doit inciter, c'est compliqué. Voilà quelques récapitulatifs de nos chiffres. C'est pour vous dire un petit peu. Donc, il y a vraiment un intérêt pour le dépistage parce qu'il y a 25% des patients qu'on a dépistés qui avaient une fibrose significative. Ces chiffres vont être différents, ça c'était le début de notre activité. Ils vont être bien différents parce que maintenant on cible à partir du FIB4. Donc il y a beaucoup plus de personnes maintenant qu'on dépiste et qui sont fibrosées. Je pense que les chiffres vont monter à 50% au moins. On a plus de 200 personnes dépistées. Voilà. La fibrose significative et avancée, c'était chez 18% des personnes qu'on a dépistées. Et on a découvert chez 7% des patients un antigène HBS positif au TROD, chez 7% des anticorps VHC. Et on a eu dans ces chiffres-là, un VIH en fait. Mais c'est pour vous dire aussi, c'est beaucoup d'efforts, pas beaucoup de dépistage, parce qu'on sait que les prévalences, c'est pas ça, mais on a quand même dépisté et la plupart du temps, on a réussi à les amener au bout. Voilà. C'est beaucoup d'efforts pour dépister, mais pour peu de positifs, en fait. Voilà. Par contre, la fibrose et la stéatose, là, vous voyez, les chiffres sont différents. Si on prend que le viral, c'est une chose, mais pour la fibrose et la stéatose, il y a un véritable intérêt, parce qu'il y a aussi un enjeu de santé publique en termes de maladie du foie au sens large. Les détenus, 18 cas de VHC, 31 de VHB en 2022, qui ont ensuite vu notre équipe pour avoir un parcours de soins presque complet. C'est-à-dire qu'ils ont revu une infirmière qui se déplace, donc France qui se déplace, j'allais dire à domicile, qui se déplace dans l'USN, en fait, dans l'unité de soins carcérale, pour faire les fibroscans et qui profite aussi de cet entretien pour le fibroscan pour réaliser de l'éducation. Ce n'est pas de l'ETP, mais c'est de l'éducation, en fait, de l'information et surtout de la réduction des risques. C'est-à-dire qu'en même temps que le fibroscan, elle fait de la RDRD pour qu'une fois que ces patients sortant, même s'ils ne sont pas traités, puissent éviter de transmettre la maladie ou de choper d'autres maladies. Donc, l'EMA les voit, en fait, pour le diagnostic de la fibrose et l'intégration ensuite dans le parcours de soins. Notre infirmière fait aussi le lien pour ces patients avec notre équipe pour qu'on les voit ensuite, une fois qu'ils sortent, ou alors pendant qu'ils sont encore en intramuros du carcéral, qu'on puisse les voir, soit un spécialiste du foie, soit un moi, soit qu'on puisse prendre le relais en fait pour la prévention. Donc on a le véhicule sanitaire, le lien avec le centre expert, et les deux semblent indispensables pour vraiment organiser le parcours de soins. Aujourd'hui, on peut vraiment vous le dire parce que c'est vraiment important. Et apporter une expertise en mobilité auprès d'autres équipes, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut combiner les savoirs. Donc, il faut continuer à travailler sur ces parcours de soins spécifiques, surtout qu'en ce moment, il y a un gros déficit en médecins, partout. Donc, en fait, les médecins vont avoir beaucoup de boulot déjà sur des pathologies type diabète, cardiovasculaire. Donc, ils ne vont pas forcément s'intéresser à ces pathologies particulières. Donc, c'est vraiment à nous, qui sommes un peu des équipes spécifiques, spécialisées dans ces domaines-là, d'apporter, entre guillemets, de prêcher pour notre paroisse auprès des médecins généralistes, des maisons de santé, etc., qui sont en train de se créer. Voilà. Au boulot. Voilà. Je vous propose des quiz. Voilà, tant qu'on est frais disposé. Il y en a donc sur les maladies du foie. On va commencer par maladie du foie. Ensuite, vous en aurez un sur l'hépatite B. Vous avez tout le savoir nécessaire
Oui.